Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ou bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette rencontre, la première de notre cycle de conférences du trimestre. Je suis Benjamin Bandidare, je suis candidat au doctorat en droit. Je suis co-organisateur de ce cycle de conférences avec mon collègue Roland, à qui je vais laisser la charge de se présenter tout à l'heure. Alors, comme vous le savez certainement, 2020 en fait marque les 60 ans de la date d'accession à l'indépendance de plusieurs États africains. Donc, le comité d'orientation du programme des cycles supérieurs en droit de l'UQAM a décidé donc d'axer cette année la conférence d'automne sur le thème des 60 ans d'indépendance des pays africains, bilan et perspectives. Alors, pour cette première conférence, nous avons le grand plaisir d'accueillir virtuellement, donc d'accueillir quand même la professeure Selwa Lust-Boulbina, qui pendant les prochaines 60 minutes à 75 va partager avec nous ses travaux sur la décolonisation des savoirs, entre autres, mais sur bien d'autres thématiques bien passionnantes. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Je vais adresser la parole tout à l'heure à Roland, qui va présenter notre conférencière. Puis ensuite, nous lui laisserons le temps nécessaire pour sa présentation. Et s'en suivra la période des questions-réponses, débats sur échanges, divers échanges sur ce qui aura été dit ou ce qui restera à dire. Alors, si vous voulez prendre la parole pour poser une question ou quoi que ce soit, on peut procéder de deux façons. Vous pourrez mettre votre question dans le chat, donc nous les relèverons et dès que la présentation sera terminée, nous pourrons les partager avec notre conférencière pour qu'elle nous donne sa position sur vos différentes interventions, ou alors lever la main bleue, la petite main bleue, et Roland et moi, on se chargera de noter les tours de parole et de procéder par la suite. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser, je vais laisser la parole à Roland pour qu'il enchaîne. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci encore à la professeure Selwa Lust-Boulbina que je vais présenter. Alors, la professeure Lust-Boulbina donc, est philosophe. Elle est ancienne directrice du programme au Collège international de philosophie à Paris. Elle a été donc de 2010 à 2016. Actuellement, elle est chercheuse à l'Université Diderot Paris 7. Elle est HTR, donc habilitation à diriger les recherches. Elle est théoricienne donc de la décolonisation et elle s'intéresse aux questions coloniales et postcoloniales dans leur dimension politique, intellectuelle et artistique. À ce titre, par exemple, elle a été professeure invitée à l'Université normale de Pékin ou Beishida en 2013, ainsi qu'à l'Université de Brasilia en 2018. Elle a notamment publié, donc je cite quelques-uns de ses ouvrages, Les miroirs vagabonds ou La décolonisation des savoirs, donc qu'on a mis en publicité pour cet événement. Elle a aussi publié Les Arabes peuvent-ils parler? Le singe de Kafka et autres propos sur la colonie. Elle a dirigé de multiples ouvrages, dont en Algérie, 10 penseurs africains par eux-mêmes aux éditions Shihab. Elle a contribué à de nombreux catalogues d'expositions et nous lui disons grandement merci d'avoir accepté de nous donner cette première conférence. Un rappel, elle est en Nouvelle-Calédonie, donc à 15 heures de décalage horaire avec nous. C'est la raison pour laquelle la conférence se tient à 7 heures. Il est 17h30 à Montréal le 28. Il est 8h30 donc en Nouvelle-Calédonie et c'est le 29. D'ailleurs, la prof s'était connectée hier, puisque hier c'était le 28, alors que nous étions au 27. Merci pour votre grande disponibilité et je vous cède la parole. Oui, merci. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous et puis de partager ensuite la réflexion avec vous. J'en suis vraiment très contente et puis de renouer bien sûr avec Rémi Bachand. Et alors en fait, ce qu'il y a, c'est que effectivement, je me suis beaucoup intéressée aux questions de décolonisation et surtout dans l'ère francophone. Parce qu'évidemment, dans l'ère anglophone, c'est un petit peu différent. Les questions qui se posent ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais dans l'ère francophone, c'était parti en fait de l'observation selon laquelle
l'historiographie, dont on sait que c'est la première des sciences politiques, que l'histoire, donc, mais au sens de l'historiographie, était créditée de résoudre en fait tous les problèmes théoriques liés à la décolonisation. Et du reste, les historiens, et pas seulement les historiens francophones, parlent d'une période de décolonisation. Et cette période de décolonisation, en fait, elle est tout à fait abusive parce que elle est censée se terminer sur le continent africain avec les indépendances. Donc ça, c'était ma première observation. Je trouvais que les historiens, et pas seulement les historiens français du reste, mais les historiens européens, mais aussi les historiens africains, parlent de décolonisation en parlant de lutte pour les indépendances, et ça pose donc deux problèmes. Ça pose deux problèmes théoriques. Le premier problème théorique, c'est la périodisation, qui est un très gros problème théorique et qui n'est pas véritablement posé en tant que tel par les historiens d'histoire contemporaine, les spécialistes d'histoire contemporaine. Et le deuxième problème théorique, c'est le rabat de la question de la décolonisation sur la question de l'indépendance. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, la question est réglée. Voilà ce qui se passe pour les historiens. Alors pourquoi est-ce que c'est pensé comme ça? Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé d'abord que les décolonisations, c'est-à-dire en fait les indépendances, toujours dans le langage de l'historiographie, les décolonisations, elles ne sont pas envisagées du point de vue des anciens colonisés, elles sont envisagées du point de vue des anciens colonisateurs. Par exemple, aujourd'hui encore en France, puisque j'ai travaillé, si vous voulez, dans le cadre français, donc forcément, c'est toujours très important de savoir où on travaille, parce que ça modèle pratiquement en fait nos perspectives, même si on sort évidemment de la pratique pour élaborer théoriquement, surtout en tant que philosophe. Mais on parle de décolonisation française. On parle de décolonisation française. Alors, je vais recourir à une image. C'est quelque chose que j'ai trouvé très significatif, mais qui va vous parler. Le Monde me demande un entretien sur l'anniversaire des indépendances. Et la photo qui est choisie pour l'entretien, c'est une photo où on voit des chefs d'État, on voit par exemple Houphouët-Boigny, etc. On voit des chefs d'État africains et De Gaulle. Ça veut dire que l'indépendance, elle ne peut pas être pensée uniquement comme étant une victoire des Africains. C'est comme si on se trouvait dans la perspective selon laquelle c'était une concession des Français. Donc, parler aujourd'hui de décolonisation française, c'est reprendre, alors qu'on est en 2020, le vocabulaire des années 60. Parce que dans un article qui est publié donc sur un site, c'est en anglais, c'est un site, c'est Political Concept Critical Lexicon, vous pourrez trouver ça, cette référence. C'est l'un des premiers à avoir employé ce vocabulaire. C'est un historien, et c'est un historien qui est à la fois pied noir et qui parle, lui, des décolonisations françaises. Donc, décolonisation française, franchement, c'est une contradiction dans les termes. Décolonisation française, surtout quand on voit la France, l'état de la France aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit un pays qui lui-même se soit débarrassé de comment dirais-je, de ses réflexes coloniaux. Mais alors, du coup, si vous voulez, alors que j'adhérais à la notion initiale de post-colonie, dont vous savez bien quelle est l'invention d'Achille Mbembe, j'ai abandonné en fait. J'ai abandonné la notion de post-colonie parce que la notion de post-colonie, elle est envisagée, elle est très pertinente bien sûr. Je l'ai reprise pour moi-même, je l'ai travaillée, mais elle ne fait pas la différence suffisante entre les pays, ce que j'appelle moi maintenant
les pays post-impériaux et les pays post-coloniaux. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans les formes impériales, mais il peut y avoir aussi une continuité dans les formes, continuité et rupture dans les formes coloniales et dans les aliénations notamment, et notamment sur le plan des savoirs. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était le point de départ pour moi d'une réflexion sur la décolonisation des savoirs. Ces observations donc faites sur le plan concernant l'historiographie. Et quand je vois publier encore comment dirais-je, ces ouvrages sur les décolonisations françaises, par exemple, je suis comme les vierges baroques avec des pointes de couteau dans le cœur. C'est une façon de dire en fait que le savoir porte des affects ou des indifférences ou des cruautés. Je ne pense pas, on essaie bien entendu de le séparer quand on élabore, mais on ne peut pas considérer qu'un savoir, c'est quelque chose qui est neutre sur le plan, je dirais, des affects. C'est faux, c'est totalement faux. L'expérience montre que on peut avoir par exemple des lois iniques qui nous révoltent, qui nous, comment dirais-je, qui nous mettent en colère. Et une loi inique, ça produit des affects. Donc voilà, tous les savoirs et je dirais tous les discours en fait produisent des affects. Alors ensuite, comme on avait eu un petit échange hier, la deuxième remarque, je voulais la faire elle n'est pas liée à la première, mais elle a un lien avec la première parce qu'il n'y a pas de savoir qui n'ait aucun rapport avec quelque institution que ce soit. Donc moi, je n'envisage pas le savoir de façon romantique, c'est-à-dire j'élabore philosophiquement, etc. J'élabore dans une position particulière, en lien avec des institutions particulières, etc. Et donc, il y a des articles ou des textes qui peuvent être publiés, il y en a d'autres qui ne peuvent pas être publiés. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Et donc, tout ceci, étant donné qu'on est dans des procédures de sélection, de contrôle, etc., tout ceci fait que, si vous voulez, ça compte énormément. Moi, je pense à 2 cas qui sont... c'est des cas idéal typiques. Le premier cas, c'est le refus par l'Académie, je dirais, de la thèse de Frantz Fanon. Et puisque Frantz Fanon écrit à la première personne ce qui deviendra le livre publié en 1952, Peau noire, masque blanc, le titre n'est pas de Fanon, mais on lui demande de refaire sa thèse en médecine parce que Peau noire, masque blanc, j'utilise le titre, mais en fait, parler du racisme à la première personne, ce n'est pas possible. Donc, la question de la première personne est aussi très importante. Et puis, le deuxième cas idéal typique, c'est Cheikh Anta Diop, à la même époque, qui ne peut pas réunir un jury de thèse. Il ne peut pas réunir un jury de thèse. Et Nation nègre et culture, ça va faire l'objet d'un livre, mais ça ne passe pas véritablement par les voies académiques ordinaires. Donc, il y a 2 cas. Un Sénégalais, un Martiniquais, donc Fanon et Cheikh Anta Diop. Moi, quand j'ai fait mes études de philosophie, on m'a toujours dit que Cheikh Anta Diop était un imposteur. Donc, ça veut dire qu'après, on m'a dit d'autres choses aussi, hein, mais ça veut dire que bien après ces problèmes de soutenance de thèse, etc., les réputations des uns et des autres se poursuivent et font qu'il y a des gens qui ne sont pas travaillés, ils auraient pu être travaillés à un moment crucial et à ce moment-là, ils ne vont pas être travaillés. Donc, il y a des effets retard et ces effets retard, évidemment, ne sont pas sans conséquences. Je parle du continent africain. Alors, comme je parle du continent africain, que je fais observer que c'est un continent,
un très très grand continent. Je voudrais relever quelque chose, toujours lié à des institutions, mais qui ne sont pas les institutions académiques, qui sont les institutions internationales. C'est qu'on continue à diviser l'Afrique et à dire Afrique subsaharienne. On dit Afrique subsaharienne. Tout le monde dit Afrique subsaharienne en trouvant que c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que c'est très familier. Et je l'ai dit hier, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je le mentionne, parce que par exemple, les programmes de financement de l'Institut Goethe, c'est Afrique subsaharienne. Il y a d'un côté le Maghreb, de l'autre côté l'Afrique subsaharienne. Donc ça a des incidences vraiment très importantes. Je signale au passage que Afrique subsaharienne, c'est la même géographie, avec un nom qui est complètement déplacé, comme le nom précédent, de Afrique noire. C'est-à-dire ce qu'on appelait Afrique noire s'est transformé par le miracle des indépendances en Afrique subsaharienne. Donc, moi, je suis contre totalement cette division du continent. Non pas qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de négrophobie au Maghreb, j'ai écrit dessus, etc. C'est pas du tout pour cette... évidemment, ça, c'est des choses dont il faut tenir compte, mais parce que, d'abord, c'est pas géographique au sens subsaharien, il y a déjà tout l'espace saharien qui unit de très nombreux pays, c'est un désert qui est extrêmement grand. Et puis, surtout, ça continue à racialiser, mais souterrainement, les perspectives et les problématiques. À tel point que, par exemple, comme je le signalais, la revue Africulture, que je voyais présenter au Maghreb des livres à Paris, sur un certain nombre de questions, et même sur toutes les questions, c'était Anne Bocandé, sa rédactrice en chef, qui présentait la revue au Maghreb des livres à Paris. Et dans les sommaires des revues, il n'y avait pas de Maghrébins. Il n'y avait pas de Maghrébins puisque c'était censé être l'Afrique subsaharienne. Je lui ai dit que quand même, moi, comme philosophe qui m'intéresse aux questions de décolonisation et au continent, bien sûr, je ne peux pas embrasser le continent dans sa totalité, c'est tout à fait évident. Je trouvais tout à fait inacceptable qu'il y ait des gens qui soient dans l'Afrique et il y ait des gens qui soient en dehors de l'Afrique alors qu'ils appartiennent au même continent, c'est-à-dire sur un critère racial. Ce critère racial, bien sûr, il était très présent en Algérie. Hein. Il était extrêmement présent et je le dis très, très, très rapidement, mais bien sûr, nous avons des compatriotes qui sont noirs et qui sont considérés comme inexistants et par les présumés subsahariens et par les présumés maghrébins. Donc, il y a toute une population qui ne reçoit jamais aucun soutien de personne et ça pose quand même aussi un problème. Bon, j'arrête sur ce plan. Donc, c'est comme ça que je me suis, je vous le dis, intéressée à la question de la décolonisation des savoirs à partir de l'histoire. Je dis que la problématique, elle n'est pas la même que dans les milieux francophones que dans les milieux anglophones, tout simplement parce que les divisions universitaires ne sont pas les mêmes. Si on va aux États-Unis, on sait très bien que les gens peuvent travailler sur les questions de décolonisation en étant dans des départements de lettres et que dans ces départements de lettres, il y a à la fois des philosophes, des historiens, des anthropologues, etc. etc. Donc, les problématiques sont assez différentes. Il se trouve que ça a des effets dans les pays ex-colonisés. Par exemple, le fait que dans les universités, je pense particulièrement au département de philosophie, alors Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, enfin, Niger, enfin, etc., que dans ces départements, on n'enseigne pas la philosophie africaine. Dans ces départements, on n'enseigne pas la philosophie africaine, on enseigne Husserl, Heidegger, Hegel, on enseigne la philosophie européenne. C'est comme si, finalement, la grande frontière coloniale, impériale coloniale, se trouvait reportée de façon interne
Et ce qui produit des biais, par exemple, moi j'ai toujours été très sensible aux bibliographies. Je vois passer de façon régulière, par exemple, je parle du continent africain, hein, et je parle des pays qui sont francophones, parce que je ne suis pas dans les circuits, si vous voulez, des universités anglophones sur le continent. Je vois passer des appels à communication, des annonces de colloques, etc. Je vois des bibliographies, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ces bibliographies? Je vois que des noms européens. Ça me dérange. Je me dis, mais il y a quand même, depuis le temps, 60 ans des indépendances. 60 ans. Donc, c'est énorme. C'est très peu, évidemment, au regard de l'histoire de l'humanité, mais c'est énorme au sens de l'histoire des recherches. Il y a des gens qui ont publié, il y a des choses qui ont été faites et on ne les voit pas apparaître dans les bibliographies. Donc, ça pose un problème. Ça pose un problème, à l'évidence, de décolonisation des savoirs. Alors, je pense à deux universités, j'en dirai un petit mot rapidement parce que le temps passe et il y a d'autres points à évoquer. Mais je pense par exemple à l'université justement Cheikh Anta Diop de Dakar. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, université très intéressante. Je pense que les ateliers de la pensée ont eu quand même un effet tout à fait positif à Dakar. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a des gens qui travaillent sur, par exemple, Paulin Otonji. Ça veut dire que ce n'est plus seulement un savoir clandestin. Alors pourquoi est-ce que je dis clandestin? Parce que du côté des colonisés, nous avions les références obligatoires et puis les références en sous-main, c'est-à-dire nos auteurs, nos problématiques, nos historiens, nos ceci, nos cela, etc., mais qui étaient subalternisés, bien sûr. Donc, on voit que, disons, cette subalternisation commence, je n'ai pas dit qu'elle finit par disparaître, elle commence à disparaître, donc c'est très tardif. Et puis, je donnerai un autre exemple à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan, pour les spécialistes, pour les amateurs. Et donc, dans cette université, il y a deux personnes qui m'ont beaucoup intéressée. Bon, tout le monde m'a intéressée, mais je veux dire, dans la perspective de la décolonisation des savoirs. Il y en a un qui est un phytothérapeute, qui est professeur de philosophie dans cette université, je le nomme, Deckerd Kouadio. Qu'est-ce que ça veut dire phytothérapeute? Dans la traduction coloniale, c'est médecin traditionnel. C'est médecin traditionnel. Donc, en fait, ses collègues ont appris qu'il était phytothérapeute alias médecin traditionnel par hasard, parce qu'il ne le disait pas, ce qui l'aurait décrédibilisé tant la subalternisation de ces savoirs dits traditionnels, c'est-à-dire dès qu'on dit traditionnel, ça veut dire qu'il y a une subalternisation. Pourquoi? Parce qu'on fait comme s'il n'y avait pas une histoire du savoir. C'est une tradition, les gens ne savent pas ce que c'est, etc., etc. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre que j'ai trouvé aussi très intéressant parce que l'université est construite en fait sur le terrain d'une communauté autochtone. Alors, je ne sais pas exactement quel est le statut de la communauté autochtone en Côte d'Ivoire, mais par exemple, je relie cela au fait que l'université de Berkeley, par exemple, aux États-Unis, c'est une université qui est construite sur des terrains autochtones. Donc, elle appartient. Et donc, ce collègue de philosophie est en même temps le chef de la communauté autochtone. Et il a à régler des différends dans un droit qui est un droit entre guillemets alternatif, qui n'est pas le droit national de Côte d'Ivoire. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire comment on règle les conflits, etc. Comment se font.
ce ne sont pas ce sont toujours des médiations. Donc, ça donne une idée de la résolution du conflit qui est intéressante, par la médiation, etc. Et je me disais, c'est dommage qu'il y ait cette séparation, ce mur académique, qui fasse qu'il n'y ait pas de circulation de savoir. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressée, peut-être comme je veux qu'on puisse discuter, c'est les savoirs qui ne sont pas les savoirs académiques, c'est-à-dire la littérature et les arts. La littérature et les arts, ce ne sont pas du tout des savoirs académiques. Bien sûr, il y a toujours des institutions, il y a les maisons d'édition, il y a un certain nombre d'institutions. Ce n'est pas indépendant des institutions. Mais c'est très intéressant parce que, en fait, c'est plus libre, bien sûr, que ce n'est pas soumis à des normes aussi, comment dirais-je, prégnantes que dans l'univers académique. Et la latitude à l'égard des normes fait apparaître des choses très intéressantes. Et j'ai considéré qu'en fait, la littérature, c'était la première étape de la décolonisation des savoirs. Pourquoi ? Alors, pour une raison qui est pour moi essentielle, c'est que dans une colonie, je dirais, je vais formuler les choses autrement, une colonie, c'est d'abord une négation du sujet. Et quand on parle de déshumanisation, c'est parce qu'il y a une négation du sujet. Et cette négation du sujet, elle passe par la brisure généalogique. Dans une colonie, il y a toujours une brisure généalogique puisque les gens ne sont pas censés appartenir à des familles, mais à des tribus. C'est toujours un élément plus large. À des tribus, à une ethnie, à quelque chose de plus large dont ils sont les exemplaires. Ça veut dire que, en fait, un colonisé, bon, c'est un idéal type, hein, bien sûr, un colonisé, c'est quelqu'un qui n'est pas censé avoir ni psychologie, il n'y a pas de psychologie. D'ailleurs, même après les guerres, on ne pense pas qu'il y a des névroses post-traumatiques dans les pays colonisés. Angola, Cameroun, Algérie, il n'y a pas de traumatisme. C'est aujourd'hui qu'on commence à se dire, tiens, il y a des traumatismes tout simplement parce qu'il y a des subjectivités. Il y a des subjectivités, donc c'est l'expression, la littérature, c'est l'expression même de la subjectivité. Ça fait sortir, je dirais, quand je dis pseudo-objectivité des historiens, je ne veux pas dire que les historiens sont partiaux, je veux dire par là que c'est une objectivité qui ne prend jamais en compte toutes les dimensions inconscientes, en fait, et de l'existence, pardon, et de la transmission. Donc, et puis ensuite, il y a les arts, et notamment les arts visuels. Mais les arts visuels se développent à partir des mots. Il n'y a pas de séparation, il y a une distinction des mots et des images. Il faut des mots pour construire des images. Donc voilà, c'est des mots. Et alors, bon, je le dis de façon un petit peu rapide parce qu'ensuite, il faudrait entrer dans la différence entre ce qu'on a appelé art traditionnel, qu'on appelle aujourd'hui art classique africain, c'est-à-dire expression de la subjectivité dans les langues autochtones, qui ont été considérées, on le sait, comme des dialectes. Et puis, de l'autre côté, si vous voulez, ça c'est la dimension vraiment postcoloniale, et c'est déjà l'internationalisation du continent. L'internationalisation du continent par l'accès ou l'usage des langues qui sont des langues européennes, principalement le portugais, le français, l'anglais. Donc, ce qui fait qu'on oublie toujours que les plus internationaux quasiment du monde, ce sont les Africains. Les plus internationaux, ils sont polyglottes, ils ont migré à l'intérieur et à l'extérieur du continent. Et donc, le degré d'internationalisation d'un Africain quelconque, y compris pauvre, il est beaucoup plus grand, et de polyglottie d'un Africain quelconque, y compris pauvre, est beaucoup plus grand que le degré d'internationalisation d'un Européen. Et ça donne des effets. Ça donne des effets, et moi, c'est ce que j'appelle les entremondes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les mondes
et dans la séparation des mondes, mais on est dans les entre-mondes, dans lesquels, bien sûr, il y a toujours des phénomènes d'hégémonie, des phénomènes de subalternisation, mais quand même, je dirais, des capacités incroyables du côté des descendants ou anciens colonisés ou descendants d'anciens colonisés. Mais pour moi, je dirais que le modèle même de décolonisation, c'est la musique. C'est la musique sur le continent africain. Parce que cette musique, elle s'est exportée. En fait, c'est une musique dominante. C'est une musique hégémonique, même si on ne le dit pas. Elle est dominante, elle est hégémonique, elle est totalement créolisée. Elle est aussi polyglotte. Il y a des gens qui ont appris le lingala, par exemple, en écoutant de la musique congolaise. Donc, ce sont des éléments qui sont extrêmement intéressants. Et donc, il n'y a pas sur le continent, en fait, dans le domaine de la musique, le phénomène d'imposition, en fait, stylistique ou autre qui est lié aux hégémonies occidentales. Il n'y a pas du tout ce phénomène. Par exemple, il n'y a aucun pays dans lequel la majorité dans le pays a envie ou même une minorité, mais une minorité consistante, a envie d'intégrer un orchestre symphonique. C'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. Et je pense que ça, de passer par la musique, on l'a appelé musique du monde. Hein. On en a fait un élément des musiques du monde, mais je pense que ça fait vraiment réfléchir. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple en Europe, qui travaillent sur ces questions, qui travaillent du reste sur la musique, et je voudrais faire une petite page de publicité pour quelqu'un qui a été récompensé récemment pour son travail exceptionnel, un compatriote camerounais qui est Bonaventure Sobejang Ndikung, et qui a créé le lieu qui s'appelle Savi à Berlin, Savi à Berlin, et qui est un lieu de recherche intellectuelle et d'art contemporain qui est très, très intéressant, très important, et qui fait un travail vraiment très, très important, toujours en liaison avec le continent et non pas en dehors du continent. J'entends africain. Je ne sais pas, voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour les quelques remarques que je voulais faire avant de poursuivre avec vous, si cela vous convient. Oui, tout à fait. Je pense que pour ma part, oui, cela convient tout à fait à ce que nous avions déterminé. Et pour poursuivre un peu plus la réflexion, ou en tout cas initier des pistes de réflexion, je propose qu'on passe à la discussion. À la discussion, aux échanges. Donc, je vais voir s'il y a des questions ou des remarques par rapport à toute cette présentation pour laquelle nous vous disons merci d'ailleurs. C'était très, très, très instructif, très édifiant. Je vais voir s'il y a une main, ou sinon je pourrais éventuellement peut-être commencer avec avec une première, comment dire ça, remarque ou une première interrogation qui me vient à l'esprit au sortir de tout ce que vous venez de dire. Si je me base sur tout ce que vous venez de dire, est-ce que lorsqu'on parle de décoloniser les savoirs, ça voudrait aussi dire quelque part décoloniser les esprits? Les esprits, en fait, l'esprit de l'Africain. Parce que lorsque je prends, par exemple, l'exemple, je rebondis sur l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, lorsque vous parliez de bibliographie, lorsque vous voyez passer des appels à communication sur lesquels vous ne vous retrouvez pas vraiment d'auteurs africains et tout, moi, ce que je me dis, c'est que ce n'est pas forcément qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des auteurs, il y a des intellectuels, il y a plein de... Mais alors, pourquoi est-ce que dans l'esprit de l'Africain,
ce serait, comment dire ça, moins important, moins porteur, ou ça aurait moins de poids de mettre dans une bibliographie des auteurs africains que d'en mettre des auteurs d'autres continents, sachant que la communication a lieu ou se tient en Afrique. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'esprit du colonisé qu'il faut commencer par décoloniser pour qu'il accepte ce qu'il est capable, disons, de produire ou de... Moi, je ne parle jamais de décoloniser les esprits, en fait. Parce que l'esprit, en termes philosophiques, c'est une faculté. Enfin, on va dire, dans l'esprit, plus exactement, il y a plusieurs facultés. Ça, c'est la philosophie classique qui l'a montré. Mais ce qui m'intéresse, ce que je pense, c'est que on ne peut jamais accéder je préfère parler de subjectivité, sans une activité. Quelle est cette activité? Donc, cette activité, ça peut être justement, ça peut être l'art visuel, ça peut être la musique, ça peut être la littérature, ça peut être la philosophie, ça peut être le droit, ça peut être l'histoire. Et donc, c'est à travers une activité que c'est pas en décolonisant l'esprit qu'on décolonise l'activité, c'est en décolonisant l'activité qu'on décolonise l'esprit. Parce qu'on n'a pas d'extériorité à l'esprit indépendamment de l'activité. Et du reste, tout ce dont j'ai parlé, ce sont des activités. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est la grande histoire de l'Afrique qui a été dirigée par Elikiam Bokolo. Et donc là, qui arrive à son terme, donc ça va donner un instrument qui est plus intéressant et qui est centré sur le continent, qui est pas centré ailleurs en fait. Parce que je n'ai pas parlé non plus de décentrement. Je n'ai pas parlé de décentrement, mais il faut comprendre que le décentrement nous est familier. C'est pour ça qu'il se reproduit. Nous avons l'habitude d'être décentrés. Moi, quand on m'a enseigné la philosophie, on m'a pas... Et bien sûr qu'il y avait la philosophie arabe, le Moyen-Âge, etc., la philosophie médiévale, mais ça faisait l'objet d'une spécialité. Ce n'était pas intégré dans l'histoire de la philosophie, vous comprenez? C'était quelque chose qui était complètement à part. Il y avait l'histoire de la philosophie, puis bon, il y avait un appendice, si je puis dire, qui était la philosophie arabe. Donc en fait, ce sont tous ces mécanismes auxquels il faut faire attention, et on y fait attention dans l'activité. Par exemple, je ne sais pas sur quoi exactement vous travaillez, mais je dirais que dans cette activité, il me semble que la chose qui est une des choses qui est la plus importante, c'est de savoir quel est le langage le plus adéquat pour parler de la réalité, sachant qu'un langage nous a été imposé et que c'est un cadre, et que quelquefois, même très souvent, ce que j'observe, c'est que les discours ne sont pas les mêmes. Il y a des contre-discours, évidemment, on n'en est plus au discours colonial classique. Il y a des contre-discours, mais qui s'effectuent dans le même langage. C'est ce que je notais, par exemple, s'agissant de l'historiographie, qui ne réfléchit absolument pas sur la catégorie de décolonisation. On se demande comment des historiens censés qualifier ne réfléchissent pas parce que ça leur est familier, ça leur a été donné comme ça. C'est une évidence historiographique, mais nous avons chacun nos évidences. Il y a des évidences juridiques, il y a des évidences, bien sûr, par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, il y a quelque chose qui est très caractéristique. D'ailleurs, ça a été dit récemment par le secrétaire d'État français aux Outre-mer, qui est en visite en Nouvelle-Calédonie en ce moment, et qui dit, d'un côté la République, de l'autre côté la coutume. Mais on sait... La coutume, on comprend très bien que la coutume, c'est un langage colonial. Parce que qui n'a pas de coutume? Donc, à quoi renvoie la coutume? Tout le monde a des coutumes. On dit, fais la coutume, c'est comme si on disait pour Noël, par exemple, ça va être bientôt Noël, c'est comme si on disait, ah ben, les chrétiens font la coutume, et pas seulement les chrétiens du reste, ils font la coutume. On ne dirait jamais ça des chrétiens, mais on va dire, de certaines populations, ils font la coutume. Donc,
ces dissymétries-là, par exemple, elles sont très problématiques parce que les gens ici continuent à recourir à ce langage. Et ce n'est pas le seul endroit du monde où on recourt à un langage qui est peut-être un langage problématique. Je comprends. Quant aux personnes qui travaillent, il y en a plein. Il y a plein de personnes qui travaillent, mais en général, les personnes du continent elles sont plus connues si elles sont à l'étranger. Malheureusement. Voilà, c'est comme un baptême du feu. Si on n'est pas à Duke University, c'est foutu. Non, c'est mon petit passage ironique. Je comprends. Merci, je vous remercie pour vos éclaircissements. Alors, nous avons deux interventions, deux questions. Je vais d'abord, pour éviter qu'on garde les questions entre nous, j'ai Roland et puis j'ai Nour. Donc, si ça ne dérange ni l'un ni l'autre, je vais d'abord laisser Nour poser sa question, puis ensuite, Roland pourra poser la sienne pour qu'on intercale un tout petit peu. Nour, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci pour la présentation et bonsoir. Enfin, bonsoir. Pour moi, il est très tard. Oui, oui. En Europe, donc il est presque minuit, donc il se peut que je sois un peu fatiguée dans mon intervention. Vous parliez en fait, c'est bien que vous ayez parlé. Vous avez juste intéressant. Pardon? Non, ça s'est interrompu une seconde. Allez-y, allez-y. Désolée. Vous venez parler des chrétiens, c'est intéressant quand on parle de l'Afrique et je parlais plus spécifiquement de quelque chose. Vous parlez de philosophes et vous avez beaucoup insisté sur les philosophes contemporains et comme vous parlez d'historiographie, vous m'entendez, mon Zoom me dit que ma connexion est stable. Oui, je confirme. Je confirme, non, ça coupe un tout petit peu, donc oui, ça saute. Tu veux y aller, Roland? Oui, on va laisser Roland y aller, comme ça, peut-être que tu pourras te reconnecter derrière. Oui. Roland. Merci. Justement, quand vous avez commencé la présentation, vous avez mentionné que c'est à partir d'une observation de l'histoire donc, que vous êtes intéressé progressivement à la question de la décolonisation des savoirs. Alors, ma question est, puisque en développant, vous avez dit aussi que le premier modèle de décolonisation des savoirs, ça peut être la littérature comme première étape de la décolonisation des savoirs. Et moi, j'ai envie de vous demander, mais quid de l'histoire? Puisque c'est à partir de l'histoire qu'est partie votre observation, c'est l'histoire qui a été racontée d'une façon qui a fait en sorte que la colonisation des savoirs s'est poursuivie. Est-ce que l'histoire ne pourrait pas jouer un rôle dans la décolonisation des savoirs, l'histoire et l'historiographie, et quel est ce rôle d'après vous? Merci. Mais alors moi, je suis d'un pays, l'Algérie, dans lequel il y a une hypertrophie de l'histoire. C'est impressionnant. Tout passe par l'histoire. L'historiographie, c'est vraiment... c'est la voie royale. Je ne sais pas si c'est de la décolonisation, mais en tout cas, de l'expression publique. Ce qui pose un problème. Ça pose un problème parce que il n'y a pas de... Les débats intellectuels sont toujours des débats historiques. Et donc, le champ, si vous voulez, de l'espace public, il est dominé par les historiens, mais on pourrait entendre des sociologues, on pourrait entendre des anthropologues, mais on ne les entend pas. On ne les entend pas parce que, comme je vous l'ai dit, l'histoire, c'est la première des sciences politiques. Donc, il y a toujours un point dans l'histoire qui sert le pouvoir. Alors, je n'ai pas dit que les historiens étaient au service du pouvoir. Attention, les historiens, ils sont indépendants. Mais quand même plus ou moins. Par exemple, il y a eu une étude en Algérie qui a été menée, en fait, je vais prendre cet exemple parce que bon, je connais mieux évidemment le cas de l'Algérie que d'autres pays. Mais
il y a eu, dans les cartes postales coloniales, on fait apparaître une population de jeunes femmes, mais surtout de jeunes femmes, comme étant, si vous voulez, l'idéal type de la femme orientale. On les appelle les Ouled Naïl. Et c'est une population de l'Algérie. Et ces femmes qui étaient représentées, elles étaient prostituées, bien sûr. On les avait prostituées pour les militaires stationnés dans les casernes, etc., etc., etc. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait un travail sur la prostitution des Ouled Naïl il y a quelques années. Et en fait, elle a déclenché vraiment un travail historique. Donc, elle a déclenché un scandale parce que le wali, c'est-à-dire le préfet de la région, a dit que finalement, c'était une façon d'insulter la population, c'était complètement faux. Les gens se sont insurgés, vous voyez, les familles en disant « mais non, pas de prostitution, nous, pas de prostitution, etc. » Vous imaginez le contexte religieux musulman d'aujourd'hui, qui n'était pas exactement celui d'hier, qui renforce les choses, etc. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a un enjeu de pouvoir dans la recherche historique. Mais ce qui va être autorisé, etc., surtout en histoire contemporaine, c'est ce qu'on pourrait appeler le champ d'honneur, en fait. Parce que j'avais travaillé ça dans Le singe de Kafka et Autres propos sur la colonie, le fait que notre mémoire, si vous voulez, la mémoire politique, j'entends, la mémoire sociale et politique, c'est une mémoire qui va toujours valoriser les héros plutôt que les gens qui se sont laissés, comment dirais-je, dominer, les complices, les traîtres, etc., etc. On le voit dans tous les pays, par exemple, le culte de Toussaint Louverture à Haïti, et pas seulement à Haïti, parce que l'un des premiers timbres, par exemple, au Bénin, ça a été Toussaint Louverture, par exemple. Ça a été un timbre à l'effigie de Toussaint Louverture. Donc, vous voyez, et ça donne quand même des choses qui sont très particulières, avec, bien sûr, on le sait, des mythes, etc. Donc, je pense que je me suis un petit peu éloignée peut-être de votre question. Rappelez-moi ce que vous vouliez savoir exactement, que je me recentre. Oui, quel est le rôle que l'histoire pourrait jouer justement dans la décolonisation des savoirs, puisque c'est à partir Je pense qu'il faudrait que les historiens ils travaillent avec d'autres personnes et qu'ils ne travaillent pas tout seuls uniquement avec des historiens. Merci. Donc, les historiens, parce que les philosophes, par exemple, ils lisent des textes d'histoire, mais les historiens ne lisent pas de philosophie. Les historiens, ils ne se disent pas que lire Paulin ou Tongi, ou bon, peut-être Moudimbe, l'invention de l'Afrique, oui. Mais bon, globalement, ils ne se disent pas qu'en lisant Souleymane Bachir Diagne, ça va leur apporter quelque chose. Il n'y a pas suffisamment de circulation. Il n'y a pas suffisamment de circulation parce que nos savoirs, si vous voulez, ils sont considérés, il y a quand même deux pôles, les savoirs utiles et les savoirs inutiles. La philosophie, c'est plutôt du côté des savoirs inutiles. Vous comprenez ? D'ailleurs, par exemple, Achille Mbembe, c'est un historien. Ça serait intéressant d'analyser le parcours à partir d'une réflexion historique et de la sortie de la réflexion historique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que ce soit vraiment une étude historique, en tout cas, et de la fréquentation, par exemple, d'autres de penseurs, d'autres, entre guillemets, disciplines, ou je dirais plutôt d'autres champs. Parce que discipline, ça me dérange. C'est plutôt que nous n'abordons pas les choses sous le même angle et avec le même langage. Mais c'est bien d'être polyglotte aussi en matière de savoir. D'ailleurs, franchement, ça me fait plaisir de me retrouver avec des juristes. Donc, oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes perspectives et c'est toujours
quand on voit les perspectives des juristes, par exemple, je le redis, dans l'espace calédonien, néo-calédonien, là, aujourd'hui, il y a des analyses de juristes qui sont tout à fait intéressantes sur les processus qui sont à l'œuvre, par exemple, dans ce qui serait une décolonisation pacifique, dans tous les sens du terme pacifique d'ailleurs. D'accord. Pour poursuivre, nous avons 3 personnes qui sont positionnées. Déjà, on va reprendre Nour, puis ensuite, ça sera Guy et ensuite Walid. On va essayer de prendre tout le temps. Nour, c'est à toi. Merci. Désolée pour tout à l'heure et pour le petit bug informatique. Donc, ma question, c'était vraiment, donc, la colonisation a consisté essentiellement en une cooptation des ressources et une restructuration de l'espace, comme vous l'avez dit, avec toutes sortes de divisions, notamment les divisions en Afrique. Mais moi, j'avais une question sur la cooptation des ressources. Elles ne sont pas seulement matérielles ou même de force physique humaine, mais elles sont aussi intellectuelles. Donc, moi, le truc sur lequel je voudrais vous entendre, c'est par exemple des philosophes typiquement africains qui n'ont pratiquement jamais quitté l'Afrique et qui sont aujourd'hui considérés comme le cœur de la philosophie occidentale. Et je pense tout particulièrement à Saint-Augustin, qui a fait 2 séjours en Europe, qui est né en Afrique, qui est africain, qui avait la citoyenneté romaine à cause... je perds mes mots, parce que tous les hommes libres vivant au territoire romain ont acquis cette citoyenneté-là. Mais on n'en parle jamais comme un penseur de l'Afrique, on en parle comme un penseur occidental, chrétien, catholique, lié à l'Europe. Et donc ça, c'est une réécriture aussi de l'histoire qui est intéressante et qui permet de respatialiser autrement, et pas juste ça. Vous parliez tout à l'heure de comment se met des philosophes arabes à part dans des classes et dans des spécialités, ce qui est aussi quelque chose de très intéressant parce que, par exemple, notre étude des philosophes dits grecs, et donc beaucoup ne sont pas grecs par ailleurs, en tout cas selon notre découpage géographique actuel, on les connaît et on les lit qu'à travers le regard de ces philosophes arabes qui les ont conservés, qui les ont commentés, qui nous ont dit comment les lire. Et donc ça, c'est intéressant, comment c'est aussi la réécriture de qui on va qualifier d'autres. Donc les contemporains restent autres, mais par contre, ceux qui ont passé la barrière de l'histoire et sont les penseurs incontournables, on les soit européanise, soit on les cache derrière des noms européanisés. Je pense à Averroès, dont on n'utilise pas le prénom arabe, par exemple. Donc, c'était juste... Oui, alors ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui m'avait évidemment beaucoup frappé. C'est parce que ça suppose une conception du savoir qui est, je dirais, capitaliste. Le savoir, c'est un capital, plutôt qu'un échange. Et c'est comme ça que, en fait, je me suis intéressée à ce que j'ai appelé la... Bon, c'est pas une idée non plus originale, mais je veux dire que c'est plutôt une idée, la migration des idées, justement, qui m'a intéressée dans l'optique d'une décolonisation des savoirs. Parce qu'il y a toujours eu migration des idées. Il y a toujours eu migration des idées, mais ensuite il y a eu des appropriations. Et cette appropriation, c'est-à-dire c'est la question de la propriété, vraiment, elle est devenue tout à fait liée au nom d'auteur, par exemple. Elle est devenue tout à fait importante s'agissant du savoir. Il y a des desserrements, je pense par exemple, je trouve que c'était très intéressant de faire ça, l'étude de Suzanne Buckmore sur Hegel à Haïti, qui montre que ce qu'on a appelé la dialectique du maître et de l'esclave, c'est une réflexion de Hegel à partir de la Révolution haïtienne. Il est contemporain de la Révolution haïtienne, il lit les journaux, il élabore à partir de l'actualité, sauf qu'on coupe, parce que c'est très, très, très évidemment, la décontextualisation, je dirais historique pour le coup, elle est très importante en philosophie, vous savez bien. C'est une façon, si vous voulez, je dirais, d'anoblir la philosophie et de la placer du côté de ce qui est, de la verticaliser, et d'en faire justement ce qui a été le cas en Europe, la discipline suprême. Pourquoi ?
parce qu'elle n'avait un rapport à aucun lieu et à aucun temps. Ce qui est évidemment impossible, mais bon. Donc c'est comme ça qu'on me l'a apprise quand même. Ce que je trouve très frappant chez Saint-Augustin, c'est que ce soit l'inventeur, lui qui est justement d'Afrique du Nord, c'est que ce soit l'inventeur des confessions, c'est-à-dire que ce soit l'inventeur d'une parole à la première personne. C'est celui qui invente ça dans le monde occidental. Le premier qui parle de lui, qui dit que par exemple, il dit des choses, vous savez, quand on lit les auteurs de l'Antiquité, petite page de publicité quand même pour les auteurs de l'Antiquité, on est frappé par leur comment dirais-je, la vérité ou la sincérité dans laquelle ils sont. Et on n'a pas forcément progressé sur ce plan-là. Ce qu'explique par exemple Saint-Augustin, ce qu'on comprend, c'est qu'il était très doué, peut-être même surdoué, et que son père, ça satisfaisait la vanité de son père. Il y a beaucoup de philosophes qui ont été comme ça, ils ont été très précoces, et en fait, et c'est quelqu'un qui est très observateur sur ce plan-là. Donc son père, il faisait venir son fils, voilà, mon fils c'est ceci, mon fils c'est cela. Donc Saint-Augustin, il a été un peu obligé de faire le singe savant. Il a découvert ça. Il a découvert aussi autre chose, c'est l'envie. C'est un théoricien de l'envie. C'est celui qui invente. Tout ça, c'est la subjectivité, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et surtout que c'est le premier, vraiment. Et l'envie, c'est le regard de l'aîné sur le cadet. Le cadet tête le sein de sa mère et l'aîné le regarde. Le cadet lui a pris sa place, en fait, avec un regard qui est très particulier, qui est l'envie. Donc, il y a de la migration, bien sûr, mais cette migration, on l'a figée, en fait. C'est ce qui se passe, par exemple, avec l'invention de la Grèce, où on oublie et les Égyptiens et les Indiens. Et beaucoup d'autres, bien sûr. Donc, il semblerait que les Européens aient inventé, mais ils ont inventé en recevant d'autres. Et cette réception, ça fait aussi partie de la décolonisation des savoirs. Parce que figurez-vous que quand j'ai lancé, j'ai fait 2 numéros de la revue Rue Descartes, la migration des idées 1, la migration des idées 2, en 2013 et 2014. Et quand j'ai fait ça, les gens ont pensé autour de moi à Paris que c'était comment les théories françaises s'exportent à l'étranger et non pas comment nous recevons, nous, en France, des autres. Donc, je pense que dans la décolonisation, il faut qu'on travaille sur la réception. Qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir et à, évidemment, intérioriser, etc., des autres. Ça permettra, bien sûr, de changer le schéma, par exemple, les schémas de développement, qui est qu'on va apporter des médicaments alors qu'en fait, il y a déjà des médicaments. Par exemple, on peut soigner le paludisme alors que les médicaments, disons, occidentaux, ce sont des médicaments qui ne guérissent pas du paludisme, mais qui traitent le paludisme. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est ce que j'ai découvert justement en Côte d'Ivoire. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait guérir du paludisme avec des médicaments qui étaient faits sur place. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, mais en fait, c'était juste une illustration, enfin un commentaire là-dessus. Je peux juste un mini commentaire pour pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Donc, ce que j'avais en tête, moi, en posant cette question, c'était vraiment et ça, c'est les anglophones qui en parlent, hein, c'est le blanchissement de certaines formes de pensée. Donc, toutes sortes de pensées qui ont été réceptionnées en Europe ont été blanchisées, incorporées dans le corpus européen et oubliées en fait qu'elles viennent d'ailleurs et que les idées circulent. Et est-ce que vous vous intéressiez plus particulièrement au monde francophone et pas anglophone, et les anglophones semblent avoir un peu moins de mal que les francophones à avoir une diversité de voix et de couleurs. Est-ce que c'est une impression que vous avez aussi? Et si aussi, c'est cette tradition de volonté de universalisme à la française qui fait qu'elle oublie de ce qu'elle réceptionne ou qu'elle a du mal à reconnaître ce qu'elle réceptionne d'ailleurs.
Le problème de la France, par exemple, c'est que la France est un pays qui hérite de la tradition sacerdotale. C'était la deuxième, c'est la fille aînée de l'Église, donc pays catholique s'il en est, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la façon le rapport à l'autorité, par exemple. Les questions d'autorité, en France, elles arrivent dans le débat intellectuel. On dit « qui êtes-vous pour dire ça ?» par exemple. Qui êtes-vous pour dire ça? J'ai l'air de raconter des petites histoires, mais c'est une façon de signifier que le discours, c'est d'abord un discours d'autorité. Ce n'est pas la contradiction. C'est dans un débat, par exemple, télévisé entre intellectuels, c'est pas qui a les meilleurs arguments. De toute façon, bon, télévisé, c'est peut-être pas l'espace de l'argumentation. Mais disons, c'est qui est-ce qui a le plus d'autorité? On va toujours faire crédit à l'autorité. Et donc, ça, c'est un véritable problème. Ce qui fait que ça a formé de façon, je dirais, sacerdotale ce qu'on peut appeler les académiques. Et cette tradition, je dirais, catholique, on ne la trouve pas forcément partout ailleurs. Ce qui veut dire que, par exemple, l'école, c'est comme si on parlait d'une église aujourd'hui. On parle de l'école comme si on parle de la laïcité de la République, d'une façon telle que c'est sur un mode qui est théologico-politique, en fait. Et ce théologico-politique, c'est vraiment le grand impensé français contemporain, d'où l'obsession des musulmans. Ça ne serait pas un pays théologico-politique, il ne pourrait pas y avoir une telle obsession des musulmans, à tel point que la différence ne se fait même pas entre un musulman ordinaire et un islamiste terroriste. Donc malheureusement, les faits le montrent. Je dis ça, je pense à l'actualité, à cette décapitation atroce, mais aussi au fait que, élément quand même du processus, la principale du collège concerné a reçu, sans savoir qui c'était, sans l'identifier en tant que tel, parce qu'il disait un islamiste notoire. Oui. Ça veut bien dire qu'elle ne pouvait pas faire la différence entre un islamiste et un musulman. Évidemment, ce n'est pas un procès que je fais de cette personne, hein. C'est une remarque critique sur, du coup, que les musulmans soient tous, comment dirais-je, présumés quasiment islamistes. Ça crée une ambiance qui est assez particulière. C'est la façon dont j'interprète les choses. Il y a une autre interprétation, mais là, je sors. On est quand même dans une décolonisation des savoirs, mais côté, je dirais, post-impérial. J'ai montré, par exemple, que j'ai publié un texte dans la revue Multitude, que, en fait, l'islam, il est apparu en France, et notamment sur la scène philosophique, sous la figure de Mahomet, latinisation de Mohammed. Parce qu'une biographie de Mahomet au XVIIIe siècle a été publiée, et à ce moment-là, les Français, j'entends les philosophes, les Français, ce n'est pas évidemment la population française. Les philosophes s'y sont intéressés, mais qu'est-ce qui est apparu? Comment est-ce que ce prophète est apparu? Il est apparu comme un imposteur religieux et un chef de guerre sur le plan politique. Donc il a été admiré comme étant chef de guerre et il a été méprisé comme étant prophète. Et ça a créé quelque chose dont je pense que la mesure n'a pas été prise et qu'on voit dans les caricatures, c'est que l'islam a été, dès le XVIIIe siècle, parce qu'avant ça n'intéressait pas les Européens, globalement, hein, mais l'arrivée c'est le début du XVIIIe. Et donc, l'islam a été très vite associé à la violence, comme le judaïsme à l'argent. Et je pense que malheureusement, dans l'espace en tout cas français, actuel, on ne le dit pas parce qu'on ne le sait pas et que ça paraît une évidence. On va parler du nombre de passages sur la violence dans le Coran ou des choses de ce genre, sans voir que, en fait, cette association-là, c'est une association malheureusement jusqu'à présent indélébile.
et qui nourrit, bien sûr, l'islamophobie. Si je peux me permettre rapidement, pour qu'on tienne dans le temps imparti, il nous reste Oui, excusez-moi. il nous reste 4-5 minutes, mais on va prendre rapidement une dernière question. Je pense que ça sera celle de Guy. Ah non, mais pour ceux qui veulent prendre les questions, je vais répondre plus rapidement et ne pas me… Oui, dans les questions que nous avons en cours, la liste, oui, j'ai encore Guy et normalement c'est le dernier. Pour les autres, on pourra toujours recenser les questions et puis vous les transmettre. Guy, c'est à toi. Excusez-moi. Merci, pas de problème. Ouais, bonsoir, je ne sais pas si vous m'écoutez. Si, je vous entends très bien. Parfait, mais je vous remercie déjà pour votre présentation très éclairante. Je souhaiterais vous entendre sur la piste de l'étape épistémologique dans la décolonisation des savoirs. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'un des cœurs de la décolonisation parce que dans les conditions de production de la connaissance, on a tendance à relayer les paradigmes qui ont été situés dans un environnement, qui ont émergé dans un contexte différent du nôtre. Et généralement, on pense en Afrique de manière générale dans la littérature africaniste. Moi, je suis juriste. Je constate qu'il y a plein d'auteurs, notamment en droit constitutionnel, qui est mon champ d'études, qui relaient les paradigmes occidentaux en voulant produire des connaissances sur nos objets spécifiques. C'est ça. Est-ce que, déjà, ce n'est pas un obstacle épistémologique en soi que de prendre un paradigme qui est désincarné, complètement déconnecté de notre environnement? Et par rapport à cela, je pense que les paradigmes n'étant pas neutres, et étant idéologiquement marqués, comme vous l'avez dit de certaine manière, il n'y a pas de savoir neutre. Est-ce que finalement l'un des cœurs même de cette décolonisation ne réside pas dans, peut-être pas le rejet des paradigmes, parce que je n'y crois pas, parce qu'on vit dans une société, je pense, qui est assez interconnectée, mais d'adapter les paradigmes qu'on reçoit par rapport à la production de nos connaissances même. Parce que j'observe, par exemple, il y a une théorie ou un paradigme qui a longtemps dominé la littérature constitutionnelle africaniste, notamment le paradigme du mimétisme constitutionnel. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le mimétisme, vous voyez, par exemple, la question du mimétisme, ça me dérange. Moi aussi. Le concept même de mimétisme, parce que ça veut dire qu'il y a un modèle et une copie. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on est toujours du côté du singe. C'est ça. Il y a des écrivains qui l'ont formulé de cette manière-là. Hein. Ouais. Vous savez que c'est pour ça que ça m'a intéressé, le singe de Kafka? Ouais. Parce que, en fait, je vous renvoie juste à une nouvelle de Kafka qui s'appelle Rapport pour une académie. Mais le mimétisme, ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de… On est forcément dans l'imitation. Ouais. Alors, c'est quelque chose, ça, c'est un lieu commun colonial. C'est un lieu commun colonial que les colonisés ont formulé en disant que même quand ils excellaient, finalement, ils avaient le succès qu'ils pouvaient rencontrer, c'était le succès d'un singe, mais pas le succès d'un Européen. Donc, c'est toujours le cran en dessous. Autrement dit, le mimétisme, c'est un jugement de valeur, en fait. Mais le problème maintenant, ça c'est la catégorie qui ne va pas. Je pense qu'il faut critiquer même si je comprends qu'elle ait été utilisée. Maintenant, le problème, c'est que voici, dans des frontières anciennes, des pays, on va dire des pays, qui se sont constitués en États-nations sans avoir aucune histoire. Je suis parfaitement d'accord, c'est là où je voulais chuter. De l'État-nation. C'est ça. Donc, comment… C'est quand même inouï. Hein. Comment, donc, dans des pays qui étaient beaucoup plus morcelés, etc., je ne parle pas évidemment seulement de la période antécoloniale, parce qu'il y a eu des empires. Donc, ce n'était pas si morcelé que ça aussi. Mais comment se fait? Parce que l'indépendance, le problème, c'est que l'indépendance se suppose, est indissociable de l'État-nation. Puisque le droit international, bon, vous allez le savoir mieux que moi, mais le droit international, bien sûr, il a des catégories qui sont des catégories occidentales. Vous ne pouvez pas avoir d'autres catégories. Donc, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, vous comprenez?
Et on a ici, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, pratiquement parlant, tout le problème qui est lié par le droit international. Impasse, contradiction, possibilité, etc. Vous comprenez? Ouais. Donc, une fois que dans les pays qui ont été indépendants, eh bien, on a bien vu, et puis il faut penser aussi à l'échec du fédéralisme. Parce qu'il y a eu quand même des tentatives fédéralistes qui étaient une façon, là encore avec un certain paradigme, mais qui était quand même une façon, si vous voulez, de ne pas tomber dans, entre guillemets, dans le trou de l'État-nation, c'est-à-dire après toutes les problématiques qui sont liées à l'État-nation. Il y a un autre problème sur le plan idéologique, c'est le nationalisme. Parce que le nationalisme, il est une force, ou il peut être une force dans la lutte pour les indépendances, en tout cas il l'a été, mais il devient un obstacle à la décolonisation dès l'indépendance acquise. Et ça pose, le nationalisme va poser partout. Regardez la Côte d'Ivoire. Le nationalisme, il va poser des problèmes absolument partout. Même le Burkina Faso, c'est le nationalisme. Alors qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas que le nationalisme pose un problème, on dit que ce sont les ethnies qui posent un problème. Au lieu de dire que c'est le nationalisme, vous comprenez? Ouais. Alors qu'il y a une division, et cette division, évidemment, elle est là. Par exemple, je pense au candidat malheureux, là, comment il s'appelle? Zéphirin Diabré, Burkina Faso, qui est Bissa. Eh bien, Zéphirin, il est Bissa, on le présente comme Bissa. Mais le problème, c'est qu'il faut envisager la position des problèmes d'une façon un peu plus globale, j'entends sur le plan théorique, d'une façon un peu plus globale que la façon dont elle est posée, vous voyez. Vous qui travaillez sur les questions constitutionnelles, évidemment, c'est au cœur des sujets, c'est-à-dire comment on pense même ce que c'est qu'une constitution. Et d'autant que si vous travaillez sur l'ère francophone, vous savez qu'une constitution en France, c'est que dalle, hein, puisque la France est un pays qui est légicentriste, ce n'est pas un pays qui est constitutionnaliste. Donc, alors là, c'est un trou très profond. C'est vrai. Vous voyez? C'est une constitution sans constitutionnalisme. C'est ça. Je suis d'accord. Enfin, je le dis en un mot, mais parce qu'on ne peut pas C'est discuter. vrai. Vous avez raison. Vas-y. Merci. J'avais une deuxième préoccupation. Selon vous, quelle est la place du financement des centres de recherche africains, notamment dans cette dynamique d'aliénation d'une émergence possible, un savoir endogène, je dirais ça comme ça, parce que j'observe, par exemple, toujours dans le cadre du droit que je fais, que la francophonie joue un rôle important dans, j'allais dire, le relais de la domination des savoirs. C'est pour ça que moi, je pense finalement que le savoir est un élément culturel. Quand je vois l'organisation du CAMES, par exemple, c'est-à-dire le concours qui sélectionne les agrégés, il y a la même institution comme la francophonie et tout, qui viennent superviser en quelque sorte, qui envoient des profs agréger nos Africains, alors qu'on peut s'agréger nous-mêmes, entre nous. Je voulais vous entendre un peu là-dessus pour savoir quel est votre avis. Ben, je dirais que l'image qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est comme un bois dans lequel il y a toujours une hache quelque part. Ouais. Un coin. Et la question du financement, ben on sait très bien que sur le continent, sauf exception, il n'y a pas véritablement d'investissement dans la recherche. Il n'y a pas d'investissement dans la recherche, ça fait partie des choses qui n'apparaissent pas comme étant prioritaires, globalement. Il y a des universités quand même dans lesquelles on fait plus court quand il fait nuit, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut quand même le savoir. J'ai des collègues qui arrêtent leurs cours parce qu'on ne peut pas faire cours dans le noir. Donc, sans parler de tous les moyens, etc. Le nombre de... Bon, il y a des problèmes sans nom. Ouais.
Et en fait, donc du coup, ce sont des Occidentaux qui investissent au rebouclage. C'est-à-dire que même si la volonté n'est pas la même, le côté matériel, évidemment, ne peut pas être sans effet. Parce que du coup, moi, j'ai dit ça à Cheikh Anta Diop en 2010. J'ai dit, mais parce que les gens, ça ne les intéresse pas, puisque aller d'un pays où pauvre, quand j'entends pauvre, j'entends pas au sens des richesses du pays, j'entends pauvre académiquement. D'aller dans un pays pauvre, dans un autre pays pauvre, je disais que les migrations, enfin la circulation des chercheurs, il fallait surtout la faire dans le continent africain. Il n'y a pas de professeur invité. Et ce qui intéresse quelqu'un qui est en Afrique et qui vit dans la pauvreté institutionnelle, ben, c'est d'aller un peu se reposer l'esprit aux Pays-Bas parce que, évidemment, il va être dans de meilleures conditions. Il va avoir accès à des bibliothèques, des internets, des ceci, des cela, bon, etc., etc. Et puis, ça le fera un peu sortir de... et donc, il y a une reproduction, en fait, de la circulation nord-sud, plus exactement sud-nord, qui est problématique, alors que, bien sûr, c'est sud-sud. Mais vous voyez, par exemple, on peut se trouver exposé à des déconvenus. Je vais vous raconter une petite expérience malheureuse et vous allez comprendre. Je suis invitée par des Brésiliens, j'ai eu des relations des années durant. Bon, maintenant, je suis plus loin, en Nouvelle-Calédonie, aux frontières fermées, mais avec qui ont voulu faire une session. C'était la session 2019, une session africaine, de leur très grand congrès avec des milliers de participants. C'est un grand pays, le Brésil. On a invité un chercheur africain sur ma proposition. Ça coûtait très cher parce qu'il faut penser, évidemment, au taux de change du reais brésilien. Vous comprenez? Les Brésiliens, ils n'ont pas d'euros, de dollars ou de yens. Ils ont des reais qui ont été énormément dévalués. Donc, c'était un poste financier très considérable. Donc, chercheur sympathique, intéressant, etc. Vous savez ce qu'il a fait, le chercheur? Non. Ben, le jour où il devait arriver, il a téléphoné en disant qu'il ne pouvait pas venir. Tout était payé. Les Brésiliens, et j'avais honte. Wow. Voilà. Donc, vous voyez, quand il y a des petites choses qui essaient de se faire, le moindre accident, vous voyez, fait capoter parce que c'était l'occasion de... Mais par exemple, j'ai un étudiant un étudiant brésilien qui travaille sur les modèles, disons, je dis rapidement, les paradigmes coloniaux, Brésil, France en philosophie et Sénégal, pour essayer de suturer aussi les espaces. Donc, on n'est pas à la merci. Quand on fait du sud-sud, c'est pour vous dire que sud-sud, vous comprenez, vous ne pouvez plus refaire l'opération. Ouais. Parce que ça a coûté trop cher. D'accord. On va laisser Walid poser sa question, enfin, parce que ça fait un moment qu'il attend. Walid, oui, c'est à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Seloa Lust Boulbina et tous les participants d'ailleurs. Par rapport à ma question, en fait, c'est beaucoup plus presque une intervention, puis en forme de question. Moi, je suis un Algérien, j'ai fait mes études en Algérie, du primaire jusqu'à l'université. Et mon père, à son époque, on lui faisait chanter « Mes ancêtres, c'est les Gaulois ». Nos ancêtres sont les Gaulois. Et moi, à mon époque, on me faisait chanter, en fait, les Arabes sont nos ancêtres. Bien que je ne le sois pas, je suis kabyle. Nous avons notre propre culture. Personne n'est parfait. Pardon? Personne n'est parfait. Exactement. Non, tout ça, ça m'amène en fait à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que nous avons peut-être tendance à imaginer l'impérialisme à partir d'une certaine relation dialectique très binaire entre l'Occident puis le reste du monde, sinon premier monde, tiers monde, alors que
De mon côté, sous toute réserve, je considère que l'impérialisme, ou du moins les forces impérialistes, sont très diverses. Actuellement, pendant tout mon cursus, c'était beaucoup plus une espèce d'assimilation forcée, c'est-à-dire une espèce d'aliénation à l'Orient. Donc, à partir de là, c'était le but, je pense, en tout cas, je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir apporter une réponse exacte, mais de mon point de vue, je pense que le but, c'est quelque part de tuer toutes les particularismes des minorités. Donc, pour revenir à la philosophie ou même à la littérature, je pourrais vous dire, je pourrais vous l'affirmer, je connais plus d'auteurs orientaux que d'auteurs occidentaux, et je suis le pur produit de l'école algérienne. Et ma question, ce serait celle-ci. Parce que, comme on avait dit tout à l'heure, comme elle a été soulevée, je crois que c'était par Roland, par rapport à la question de l'histoire et de la mémoire, nous savons que l'histoire n'est jamais objective, elle ne pourra jamais l'être, je pense. Et comme le disait l'auteur Howard Zinn, pour lui, un grand historien d'ailleurs, pour lui, il disait « L'objectivité ne paraît ni possible ni souhaitable, et tout ce qu'on présente comme étant l'histoire ou l'actualité a été forcément sélectionné à partir d'une multitude d'informations. Et cette sélection reflète les priorités de celui qui l'a réalisé. Donc, à partir de là, disons, c'est la classe dominante. Si nous voulons, par exemple, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que la décolonisation par la littérature, que par les esprits, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire par les esprits, quelque part, c'est un terme qui ne renvoie pas à grand-chose, mais par la littérature, ça a du sens. C'est-à-dire que nous allons créer des générations, nous allons créer un certain savoir qui sera délocalisé, décentré par rapport, ou du moins aux populations qui sont touchées. Je suis tout à fait d'accord, mais comment peut-on nous y prendre? Par exemple, moi, ou disons, par exemple, d'où je viens, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on va céder à l'Orient pour contrer l'Occident? Bien sûr qu'à partir de là, bien sûr que l'Orient aussi, lui aussi, il y a des quelque part, il est soumis aussi à l'Occident. Les modèles ne manquent pas, notamment la Turquie, l'Arabie Saoudite, et notamment l'Iran, d'ailleurs, je peux considérer aussi ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant s'agissant de arabe. Ouais. Il faut savoir que dès le début, si vous lisez Tocqueville, par exemple, qui est un expert donc, en matière de colonie, il distingue dès le début, c'est-à-dire parce que c'est lui qui va proposer la colonisation de l'Algérie et non pas seulement la domination ou la conquête. Il distingue les Kabyles sauvages et les Arabes demi-civilisés. Et donc, en fait, les Kabyles, ils apparaissent initialement quasiment, sur le plan culturel, j'entends, comme inoffensifs, puisqu'ils sont sauvages. Et puis, tandis que les Arabes, c'est autre chose. Donc, l'enseignement de l'arabe, etc., vont être évidemment empêchés. Et on sait très bien, c'est ce qu'on lit chez Camus, on sait très bien que l'arabe, c'est l'algérien. Donc, ça donne quelque chose, si vous voulez. Vous savez, c'est comme le signifiant nègre. C'est-à-dire ce signifiant d'évaluer, qui va finalement désigner tous les Algériens, Kabyles compris, hein. Ce signifiant arabe, il va être pris, si vous voulez, comme un signifiant positif, avec un recours à ceux qui sont censés être culturellement supérieurs aux Maghrébins et en l'espèce en particulier les Algériens, et qui va donner lieu à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est-à-dire que c'est une sortie effectivement problématique de la colonie par la survalorisation du signifiant arabe et de tout ce que ce signifiant comporte, c'est-à-dire la langue, évidemment la religion. Parce que arabe est associé, on sait que minoritairement, il y a des Arabes comme Edward Said qui étaient protestants, qui n'étaient pas musulmans. On sait qu'il y a des Arabes juifs et des Arabes chrétiens, mais on ne va retenir que l'islam. Il y a quelque chose qui serait intéressant, je trouve, parce que dans le domaine philosophique, par exemple, sur le continent, c'est surtout des chrétiens qui s'expriment.
Bon, je mets à part évidemment Souleymane Bachir Diagne, qui est vraiment un penseur musulman et un penseur de l'islam. Mais dans la perspective de la décolonisation des savoirs, ça serait intéressant de savoir comment l'islam peut jouer comme force, disons, anti-impériale. Alors, anti-impériale ancienne, c'est-à-dire anti-impériale colonisatrice. Parce que comme vous le dites, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a des formes d'empire différents, c'est-à-dire que du reste, c'est ce qu'on appelait au lendemain des indépendances le néocolonialisme. Et le néocolonialisme ne vient pas forcément uniquement des anciennes puissances coloniales. Le néocolonialisme ou le néo-impérialisme peut venir d'autres puissances et on peut penser à la Chine également, sur un autre plan. Voilà. D'accord. Je pense que cette fois-ci, on va vraiment essayer d'arrêter, mais on va terminer avec Lamine qui, depuis tout à l'heure aussi, a une intervention qui pend quelque part depuis tout à l'heure. Si Lamine, tu as la parole. On va terminer sur cette question et derrière, on pourra clôturer. D'accord. Donc, merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc, Madame la professeure, moi, j'ai une question. Ça, c'est par rapport au rôle des politiques, par rapport à cette décolonisation. Parce que, à mon avis, les politiques ont commis, entre griffes, un péché depuis le départ, surtout lorsqu'on a confondu, à mon sens, décolonisation et indépendance, surtout indépendance nominale. Quand on a amorcé, par exemple, pour le continent africain, la décolonisation, bon, à mon avis, la décolonisation suppose la suppression des effets de la colonisation. Mais déjà, le premier élément, on est parti avec les frontières héritées de la colonisation. Et parce que les leaders politiques ou les leaders d'alors, à mon sens, pensaient plutôt à se libérer, je dirais juridiquement, c'est pourquoi je parle d'indépendance nominale, au lieu d'une décolonisation proprement dite. Et c'est ce même mécanisme qui continue, comme M. Guy l'a souligné tantôt, même dans le système, on a vu les systèmes politiques, les régimes politiques hérités de l'Afrique post-héritée, instaurés au lendemain de la colonisation, ce sont toujours pour l'Afrique francophone inspirés du modèle français, le modèle gaulien. Vous prenez les constitutions des premières heures des indépendances, toutes les constitutions étaient, comme on le dit vulgairement, une copie pâle de la constitution de 58 et les mêmes mécanismes continuent. Donc, tant que les politiques sont dans cette posture, alors que quelque part, ils aussi doivent mettre les moyens à la disposition de la science, est-ce qu'on va pouvoir assurer réellement cette décolonisation? Mais en fait, effectivement, les politiques avaient des intérêts à un certain statu quo. Ils avaient des intérêts personnels et politiques. Oui. Alors, certains dans l'association, hein, dans la France-Afrique, oui. D'autres, évidemment, dans d'autres perspectives. Mais toujours est-il que ce sont des intérêts qui sont des intérêts politiques, d'abord. Donc, ça veut dire que moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, je vais vous répondre à côté, en fait. Effectivement, sur le nominal, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à la négation dans une colonie, à la négation de la subjectivité, c'est la négation de la société. Oui. Parce que quand on dit la société, par exemple, on va penser à la société des Européens, quoi, la société des Blancs. Oui. Vous voyez ? Donc, cette société-là, au lieu d'être vraiment prise en compte en tant que société, elle est prise en compte d'une autre façon, dès le début, dès l'indépendance. Et en fait, il n'y a pas du tout, et d'autre part, comme il n'y a pas du tout de tradition démocratique au sens comment dirais-je, d'expérience démocratique, puisque les gens étaient exclus, ils étaient administrés, ils n'étaient pas gouvernés. Donc, la caractéristique de la colonie, c'est pas qu'il n'y avait pas de gouvernant, c'est qu'il n'y avait pas de gouverné, alors qu'un pauvre, un prolétaire en Europe, il est gouverné s'il n'est pas gouvernant. Là, c'est en dehors. Donc, c'est
C'est vraiment un régime de l'administration. Et ce régime de l'administration des choses, gouvernement des hommes, il persiste après les indépendances. Il persiste. Et ça se voit dans le domaine anglophone avec ce qu'on appelle les chefs par décret. Parce que les chefferies, en fait, c'est aussi un système colonial. Ce n'est pas indépendant de la colonie. Par exemple, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est brûlant parce qu'il y a des chefs et des grands chefs coutumiers, ce qu'on appelle chefs et grands chefs coutumiers. Mais ces chefs et ces grands chefs coutumiers, qui le sont devenus par héritage, etc., ils ont été aussi choisis en partie par les autorités coloniales qui avaient envie d'avoir des grands chefs qui soient plutôt favorables aux Occidentaux plutôt que défavorables aux Occidentaux. Vous voyez le... Donc, ça veut dire que quand on ne prend pas en compte la société, on dit par exemple aujourd'hui, on va dire, ah oui, c'est le grand chef qui a fondé un mouvement indépendantiste et qui s'appelait les Foulards Rouges. Ce grand chef, il s'appelle Nidoïch Neslin. Bon, ben, ce grand chef, si vous voulez, il est très particulier dans un maquis, si je puis dire, de grands chefs qui sont en réalité, qui ont des liens très étroits avec les institutions coloniales. Et donc ça va jouer aussi. Ça veut dire, il y a une image de Samuel Fosso, vous savez, cet artiste, Samuel Fosso, qui a fait des autoportraits. Il a fait un autoportrait qui s'appelle « Le chef », celui qui a vendu l'Afrique aux Européens. Et on le voit trônant avec un tournesol. Regardez le travail de Samuel Fosso, c'est une critique, bien sûr, ce travail de Samuel Fosso. On a eu des chefs qui ont vendu l'Afrique à d'autres. Donc, effectivement, c'était bien nominal. D'accord. Merci beaucoup pour les différentes questions et vos différentes réponses à nos interrogations. Je pense qu'on va mettre, il est 19h08 ici, nous allons mettre fin à notre conférence. Je ne sais pas si Rémi voudrait dire un petit mot avant qu'on mette fin à tout ça ou si c'est correct. Je vous remercie. En fait, je compte sur vous. Je compte sur vous tous pour la décolonisation des savoirs. Je vous remercie déjà de votre attention et de vos interventions. Je vous fais confiance. Vous allez y travailler. Merci, Célois. Si je peux me permettre un tout petit mot, deux peut-être. Le premier, c'est de dire que je suis très fier de nos étudiants et étudiantes qui ont bien organisé cette rencontre-là et qui ont posé des questions, en fait, qui leur font honneur et qui nous font honneur. Je suis souvent très fier d'eux et d'elles. Moi aussi, je suis fière. Tu me connais, puis je sais que j'ai beaucoup de fierté à l'endroit de mes étudiants et de mes étudiantes. Et l'autre chose, j'espère que ça va stimuler certains et certaines de se lancer dans des réflexions, peut-être, pourquoi pas, un cercle de lecture sur la philosophie africaine ou quoi que ce soit, mais il me semble qu'il y a plein de choses à faire. C'est ça. Je tiens à m'excuser pour mon absence d'une dizaine de minutes. J'avais des tâches familiales à faire. Non, mais nous avons bien compris, surtout à l'heure à laquelle vous êtes vous, parce que je vais vous souhaiter une très bonne soirée. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Vraiment, merci. Et puis, j'espère qu'on peut se dire à bientôt. J'espère aussi. Bye bye. Bien Bonne sûr. soirée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Je quitte. Oui, si je